Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Échange avec Laurent Delcaïrou, co-auteur pour le Shift Project, d'un cahier intitulé Climat, crise, comment transformer nos territoires. Il est ici question de résilience territoriale, mais pas simplement pour encaisser les coûts du climat, mais bien pour engager une transition globale permettant de préserver qualité de vie et sécurité en des temps perturbés. Nous avons détaillé ensemble quelques clés qui doivent permettre au territoire de passer à l'action, avec un nouveau rôle qui se dessine pour les élus locaux, pour passer les 30 turbulentes. Car ce n'est pas une crise, mais bien une nouvelle ère qui s'ouvre. Abonnez-vous à notre newsletter sur Dixit.net pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Laurent Delcaïrou, bonjour. Bonjour. Laurent, tu pilotes le programme Stratégie de résilience des territoires au Shift Project et tu co-signes avec Corentin Rier une série de publications récentes, toutes récentes, à l'attention notamment des territoires, surtout de celles et de ceux qui les pensent, les organisent ou les animent, notamment les élus locaux, mais pas que. Alors, on va parler de pas mal de choses, de résilience, de climat, de crise, de vulnérabilité. De quoi est-ce que vous aviez envie de parler au travers de ces différents documents? De quels défis et puis quelle est l'ampleur de ces défis? Alors merci déjà de me donner l'occasion de présenter quelques éléments de ce travail. Oui, alors déjà peut-être un mot sur cette notion de résilience et de résilience appliquée au territoire. La résilience par rapport à quoi? Ceux qui connaissent le Shift Project savent que l'on s'intéresse beaucoup aux questions, aux enjeux de climat et énergie. Donc il y a déjà toute une série d'enjeux de résilience qui sont liés aux conséquences très concrètes, très actuelles du dérèglement climatique sur les territoires. Et puis, corollaire, c'est également les enjeux de décarbonation. Je ne reviens pas sur l'urgence et l'importance de sortir des énergies fossiles et la dépendance de notre société et de nos territoires à ces mêmes énergies fossiles. Mais le fait de sortir de ces énergies fossiles, c'est également source de toute une série de bouleversements économiques, sociaux, politiques, sur lesquels on pourra revenir, qui justifient d'une certaine façon la nécessité pour les territoires d'être résilients face à ces bouleversements, face à ces crises. On le voit actuellement, là, l'année 2022 est assez emblématique pour ça, à la fois crise climatique, crise énergétique, qui ne vont faire, on le sait, que se succéder, que s'intensifier dans les années à venir. Et on est allé un petit peu plus loin dans notre, on va dire, sujet de la résilience, puisque on embrasse aussi les enjeux liés à la transition elle-même, à cette transformation qui va être source de chaos et de bouleversement elle-même. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait que l'énergie va coûter plus cher ou va manquer, c'est le fait que décarboner la société, décarboner l'économie, le Shift a beaucoup travaillé là-dessus, c'est des centaines de milliers d'emplois dans certains secteurs qui vont disparaître, d'autres qui vont devoir être créés.
c'est une prise en compte des inégalités sociales et territoriales. Les populations, les territoires sont très inégaux par rapport à leur exposition, à leur vulnérabilité par rapport à tous ces sujets-là. Bref, il y a comme ça énormément d'enjeux de résilience qui nous intéressaient et qui justifiaient que l'on reprenne à notre compte ce terme-là, sachant que évidemment, ce qui nous intéresse aussi dans le terme de résilience, c'est sa dimension transformative, c'est-à-dire le fait que on va pas chercher pour être moins vulnérable ou pour faire face aux crises à revenir à la normale. On va pas chercher à restaurer simplement les fonctions qui auront été dégradées. On va surtout chercher à se transformer, car c'est seulement en se transformant que le territoire sera de fait moins vulnérable face à encore une fois, à ces crises, à ces bouleversements qui ne vont faire que croître. Donc voilà un petit peu le contenu, l'objet de notre travail, et on souhaitait le traiter de telle manière, d'abord qu'il soit compréhensible, le plus compréhensible pour nous par les acteurs locaux, et tu l'as rappelé, par les décideurs locaux, ceux qui ont des manettes, ceux qui ont des leviers d'action sur le territoire. Le Shift a beaucoup travaillé au niveau national, au niveau des secteurs économiques à une échelle nationale, mais là on avait envie d'aller au plus près du terrain, d'aller au niveau où ça se passe, et d'avoir un message qui s'adresse à ces décideurs locaux, et on y reviendra, pas simplement pour une prise de conscience de ces enjeux-là, mais surtout pour les convaincre qu'ils ont beaucoup de leviers d'action et qu'une grande partie de la solution est entre leurs mains. Alors c'est clairement un appel, ce document pédagogique. Je pense que l'objectif est assez clair et transparent, pédagogique mais complet, extrêmement lisible. Donc on peut rentrer dedans. Un appel à l'action en parlant aux enjeux de chacun. Il y a notamment, pour l'essentiel, des déclinaisons par territoire. Alors, on parle de villes, de métropoles, de montagnes, de littoral, de la campagne, de l'outre-mer. Pourquoi ça, en fait? Pourquoi ces déclinaisons locales pour passer finalement de la crise globale aux enjeux locaux, pour mieux parler, pour le coup, aux élus locaux, ou justement pour montrer l'étendue et la variété finalement des enjeux qui vont concerner nos territoires dans les prochaines décennies? C'est un peu tout ça, à la fois. Et pour reprendre un peu les éléments, d'abord, c'est en référence au public que l'on vise. La finalité finalement de notre travail, ce à quoi on veut qu'il contribue, c'est vraiment à une bifurcation, un changement de trajectoire des politiques locales, des territoires eux-mêmes. Donc, pour adresser ces sujets-là à ceux qui ont les moyens de changer de trajectoire, en l'occurrence les élus locaux, il faut d'abord et avant tout leur parler de leur territoire, de la réalité, de la spécificité, des bouleversements dont j'ai parlé, des enjeux de résilience qui sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. On voit bien que même sur un sujet comme climat et énergie, les aléas climatiques d'un territoire de montagne vont pas être tout à fait les mêmes et vont pas avoir les mêmes conséquences que ceux d'un territoire littoral ou d'un territoire très urbain comme ceux que tu connais bien. Donc il y avait un premier enjeu là, le territoire, c'est l'espace des bouleversements. Il y a aussi un enjeu évidemment par rapport aux ressources. Les ressources qui sont à la disposition des acteurs sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, et donc celles qu'on va devoir mobiliser pour répondre à ces menaces, à ces bouleversements, à ces enjeux de résilience, pour avoir des réponses adaptées, il va falloir tenir compte de ces spécificités locales. Et puis le dernier point, c'était que les territoires, c'est l'espace de proximité avec les citoyens. Donc c'est l'espace où on peut partager les enjeux de résilience, les enjeux de transformation, de transition écologique des territoires, et c'est surtout l'espace avec
de proximité avec les citoyens pour les embarquer et pour les inviter à co-construire les nouveaux projets de territoire, ou en tout cas les nouvelles stratégies de territoire adaptés. Donc pour arriver à ça, pour arriver à intéresser des élus locaux qui sont pas forcément, qui lisent pas les rapports du Shift tout de suite, eh bien, il nous a paru pertinent d'aller les chercher, entre guillemets, en essayant de parler au mieux de leur type de territoire. Alors, dans chaque catégorie que tu as citée, il y a beaucoup de diversité, hein, mais en tout cas, déjà, de montrer qu'on tenait compte des spécificités de chaque type de territoire, donc ils peuvent se reconnaître dans l'un ou l'autre des chapitres ou des cahiers que l'on a produits. Hein. Si vous êtes un territoire urbain, un littoral, ben vous allez vous reconnaître dans notre cahier littoral ou notre cahier ville. On est allé aussi, on a eu d'autres partis pris comme celui de reprendre les politiques traditionnelles ou classiques ou des politiques classiques, de pas parler résilience, de pas parler climat, de pas parler transition, mais de parler alimentation, agriculture, de parler aménagement du territoire ou développement économique ou mobilité. Enfin bref, des politiques locales familières des élus et sur lesquelles ils peuvent avoir le sentiment d'être en capacité d'agir. Voilà, on a aussi diversifié les formats, pas seulement de la donnée, des textes, mais aussi du dessin, des récits, des fictions, tout un matériel, tout un kit finalement d'outils à la disposition de tout un chacun pour aller interpeller son élu avec ces matériaux-là. Oui, il y a vraiment cette idée, hein, c'est parler aux élus, aux décideurs plus exactement, ou amener à la décision en parlant aux élus, mais aussi en donnant dans ces documents-là, et c'est pour ça qu'ils concernent le plus grand nombre, en donnant des arguments à des ambassadeurs qui peuvent porter le message, que ce soit des professionnels, des fonctionnaires territoriaux, des acteurs privés ou des citoyens engagés, donner à comprendre et donner aussi des clés d'action. Donc on a des déclinaisons locales hein, qui sont localisées, thématisées, qui sont importantes. Et c'est aussi intéressant hein, d'en passer quelque part par les politiques publiques du quotidien, en pointant aussi que quelque part, avoir des politiques du quotidien qui amènent à la fois du confort et de la sécurité aux citoyens aujourd'hui, c'est souvent aussi ces politiques qui amèneront la résilience demain. Comment est-ce qu'on fait ce lien justement dans la tête des élus locaux, mais de la décision locale et de l'action publique locale entre le quotidien, le présent et ces enjeux, ces vulnérabilités, mais qui sont souvent pensés comme au temps long, comme pour le futur. Et justement, en essayant de ramener ces sujets-là à du temps plus court et à du local. Une des vertus, si on peut dire, de la notion de résilience territoriale, en tout cas telle qu'on la pratique, c'est qu'elle ramène des sujets qui peuvent paraître très abstraits, comme le réchauffement climatique, comme la transition écologique, à vraiment des enjeux, tu les as évoqués, tu les as formulés, des enjeux de sécurité, de bien-être des habitants, et y compris dans le temps court. Quand on parle d'aléas climatiques, quand on parle de vulnérabilité sur le plan énergétique, l'année 2022 nous aura beaucoup aidé à faire cette pédagogie. On parle de choses très concrètes qui touchent des pans entiers de la population. La précarité énergétique, c'est une précarisation aggravée de beaucoup de populations, de beaucoup de territoires. Aujourd'hui, les chocs climatiques également touchent très concrètement. Et donc, les décideurs locaux, ils sont en première ligne là-dessus. Et donc, les questionner sur la façon dont finalement chacune de leurs politiques, chacune des fonctions du territoire est impactée par ces vulnérabilités et la façon dont il s'agit de transformer ces politiques, et je pense que on est convaincu que ça leur parle et que il faut peut-être, en tout cas, en passer par là. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que
toutes les politiques ne sont pas touchées, bien au contraire, j'étonnerai personne en disant que la transformation, elle concerne absolument toutes les pans de l'action territoriale, mais là aussi c'est un parti pris, selon la sensibilité des élus à qui vous vous adressez, selon votre propre sensibilité, vous pouvez choisir une porte d'entrée ou pour une autre. Vous pouvez décider d'aborder le sujet, par exemple, par la question alimentaire, la question de la sécurité alimentaire, parce que vous savez que vos interlocuteurs y sont sensibles. Pour d'autres, ça va être plutôt la question de l'emploi et du développement économique, etc., etc. Donc, il y en a pour tout le monde, finalement. Et on a essayé d'illustrer le fait que tous les domaines étaient concernés, tant dans les vulnérabilités que dans les transformations à opérer, et de proposer aux ambassadeurs, aux ambassadrices de ce travail de choisir leur porte d'entrée et ensuite de tirer le fil et de montrer que toutes les autres politiques du territoire sont également concernées. Alors je le disais, hein, c'est vraiment important, un document pas théorique, mais vraiment tourné vers l'action. En tout cas, il n'y a pas de doute là-dessus. La volonté, c'est bien de provoquer ce passage à l'action, avec cinq principes d'action qui permettent de prioriser finalement ce qu'il faut faire sur son territoire. J'aimerais bien qu'on y revienne, parce que là, pour le coup, c'est des propositions de votre part qui sont transversales pour l'ensemble des territoires concernés. Et je pense que c'est assez structurant d'amener ça et de synthétiser ça en 5 principes. Peut-être commencer par le premier. Arrêter d'aggraver le problème. Il y a cette idée qu'on doit faire des choix et que quelque part, le temps de la réflexion sur le territoire, le temps des projets, notamment le temps des projets d'infrastructure, c'est souvent un temps long, et que dans ce changement d'air qu'on est en train de vivre, il y a la nécessité de relire finalement des choses qui sont lancées, des formes d'inertie. Qu'est-ce que c'est éviter d'aggraver? Et avec des exemples même. Ouais, alors ça répond à... Bon, d'abord, ça répond à un discours qu'on entend tous, qui est que la transformation, la transition énergétique, écologique des territoires, ça passe ou ça doit passer par des investissements importants, des moyens importants qui sont pas toujours là, qui sont pas toujours à la disposition des collectivités locales. Et donc, en réponse à ça, c'est de dire, mais déjà, commençons par arrêter les bêtises, commençons par arrêter ou suspendons les projets dont on sait très bien, sans être forcément des experts, sans être capable de bâtir des stratégies au long cours, mais on sait qu'on va dans la mauvaise direction. Donc tous ces projets un peu du passé, qui nous enferment dans une vision obsolète du territoire, c'est typiquement beaucoup d'infrastructures de transport, par exemple, que l'on voit aujourd'hui encore, qui coûtent énormément d'argent, qui vont mobiliser énormément d'énergie, de ressources matérielles, financières, et qui vont enfermer le territoire dans un modèle absolument pas adapté à un monde post-carbone, quoi. C'est des équipements où on en prend pour plusieurs dizaines d'années, alors que la France s'est fixé comme objectif de décarboner son économie et sa société d'ici une trentaine d'années. Donc voilà, donc les exemples, c'est cela. Ça va être le projet de rocade autoroutière d'une ville, ça va être la facilitation de l'accès à l'aéroport ou l'agrandissement de l'aéroport, dont on sait très bien qu'il ne peut qu'encourager un peu plus l'utilisation de ce mode de transport, etc. Donc, mais ça peut être des choses beaucoup plus concrètes, en discutant avec les élus, parce que ce travail-là, évidemment, on l'a pas fait en vase clos. C'est aussi des territoires qui renoncent à une énorme plateforme logistique que je ne nommerai pas, parce qu'ils se disent que s'ils l'accueillent sur son territoire, en dépit des emplois qu'elle apporte, c'est une vision très court-termiste, et dans quelques années, ces emplois-là ont vocation à disparaître, et ça mettra le territoire dans l'embarras. Ça peut être des projets d'équipements extrêmement énergivores, avec une énergie fossile. Je pense à des piscines, à des centres aquatiques, là où il y a
On a des collectivités, là, des maires qui nous ont dit qu'ils renonçaient à ce type de projet, pas simplement parce qu'il y a une crise énergétique aujourd'hui, mais parce qu'ils ont compris que ces projets-là étaient complètement dépassés. Donc voilà, donc il y a toute une série de projets. On ne sait pas toujours ce qu'il faut faire à 10 ans, à 15 ans, mais on sait bien souvent quand on va dans la mauvaise direction et déjà être capable. Non seulement ça coûte pas d'argent, mais ça en fait économiser beaucoup. Ça demande un peu de courage politique, même parfois beaucoup, mais ça nous paraît être un bon principe d'action. Sans parler du fait que quand on fait un moratoire ou quand on suspend ce type de projet, on crée un choc sur le territoire qui peut être propice à une mobilisation et à mettre les gens autour de la table pour réfléchir un petit peu à l'avenir et au type de projet vers lequel on a envie d'aller. Et c'est là où on retrouve tous les enjeux du renoncement, hein, sur à la fois arrêter quelque chose pour éviter d'empirer les choses, regarder le temps long, donc là il y a un changement aussi de perspective, libérer des ressources, puisque si on a besoin de faire transition, c'est aussi d'investir sur un certain nombre de secteurs et d'avancer. L'abandon est aussi un moyen, hein. Il y a des coûts d'opportunité liés à tout projet. C'est finalement l'opportunité de faire autre chose. Et finalement aussi un choc culturel, c'est à partir du moment où on a arrêté le train dans son élan, on peut regarder un peu le monde avancer différemment et re-questionner un peu tout ça. On va retrouver évidemment des croisements. Le deuxième principe, alors je ne sais pas s'ils sont hiérarchisés, je ne pense pas, mais en tout cas le deuxième principe énoncé, pour moi il n'était pas complètement évident, puisqu'on est bien sur un changement, pas un petit changement, c'est commencer maintenant ce qui prend du temps. Et c'est vrai que moi dans l'accompagnement du changement, je cherche souvent à trouver qu'on appelle des short wins, des victoires faciles qui permettent de se retrouver autour d'une réussite. Qu'est-ce qu'on peut arriver à faire vite de façon à ensuite enclencher un processus vertueux de transformation. Là, vous proposez aussi, et très logiquement, finalement, d'affronter les enjeux fondamentaux et les plus longs très tôt. De fait, on a beaucoup d'inertie dans nos systèmes, et notamment nos systèmes urbains, en fait. C'est une vraie spécificité. Oui, alors tu donnes des arguments. Il y a cette question de l'inertie, transformer des équipements, des infrastructures urbaines, transformer un système énergétique, transformer un parc automobile. Bon, tout ça prend des dizaines d'années. Et évidemment, on les a pas ces dizaines d'années. Ou quand on regarde le temps dont on dispose, les engagements qu'on a pris. J'ai évoqué les engagements, par exemple, de décarbonation à l'horizon 2050, mais quand on regarde aussi les menaces qui pèsent sur notre approvisionnement en énergie fossile, le Shift travaille beaucoup sur ces questions-là, où on va bien avant 2050 avoir de vrais problèmes d'approvisionnement, de disponibilité de ces ressources fossiles dont on dépend complètement. Donc, lancer des alternatives, mettre en œuvre des alternatives qui vont prendre énormément de temps à se mettre en place et encore aussi énormément de temps à être appropriées par les gens. C'est-à-dire quand on dit commencer par ce qui prend du temps, c'est parce qu'aussi, il suffit pas de mettre en place une alternative. Je prends l'exemple de la mobilité. Il suffit pas de mettre en place des infrastructures de pistes cyclables ou un autre aménagement de la mobilité sur un territoire pour que immédiatement les gens s'en emparent et changent leurs usages. Donc pour ces raisons-là, donc ça peut être des équipements, des infrastructures, ça peut être par rapport au changement de comportement. Il est important de démarrer tout de suite. On a donné d'autres exemples. Ça peut être, par exemple, le renouvellement forestier, reboiser, replanter la forêt française pour qu'elle soit s'adapte mieux au réchauffement climatique. Et c'est des choses qui vont prendre des dizaines d'années. Il faut démarrer tout de suite. Troisième principe, maximiser l'efficacité et les co-bénéfices. On en parlait en préparation de cet échange autour des thématiques de sobriété foncière. C'est quoi les co-bénéfices ?
Ben, l'éco-bénéfice, c'est que dans un monde qui va être de plus en plus instable, avec des ressources de plus en plus contraintes, y compris des ressources financières, ben, il va falloir être plus sélectif et il va pas falloir disperser ses moyens. Donc, on va concentrer ses moyens, concentrer ses efforts sur des projets, des actions qui non seulement ont un effet levier important, ça peut être par exemple en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on va faire ses choix en fonction, mais ça va être aussi en fonction de co-bénéfices sociaux, économiques, écologiques, bien sûr, environnementaux. Alors, l'exemple qu'on donne souvent, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, où là, ça coche à peu près toutes les cases. Hein. C'est bon pour les personnes qui habitent, c'est bon pour l'économie locale, c'est bon pour la planète et pour l'environnement. Voilà, mais on peut trouver comme ça d'autres exemples où on va s'obliger à regarder. Ça va permettre aussi de casser un peu les silos, de mettre tout le monde autour de la table et de voir dans l'action, dans l'investissement qu'on s'apprête à faire, quels sont les co-bénéfices que l'on peut attendre. Et ça va être un critère de choix, un critère de priorisation. Plus on aura de co-bénéfices pour un même investissement et plus cette action, a priori, sera pertinente. On va retrouver dans cette priorisation des actions aussi l'idée que on peut donner une priorité plus importante à des actions qui, quelque part, font système au niveau territorial, qui peuvent pousser à la coopération entre les territoires et sans doute avoir des formes d'effet boule de neige sur les voisins. C'est votre 4e principe, privilégier les actions contribuant aux objectifs partagés. Comment on arrive à diffuser finalement ces bonnes pratiques ou le mouvement, tout simplement? Alors ça, c'est un principe qui mérite, à mon avis, d'être explicité. C'est-à-dire que là, on a voulu finalement dire plusieurs choses. On a voulu dire que dans l'action, il fallait d'abord on pouvait pas être résilient tout seul. Ça, c'est un premier élément important. On s'empare de cette notion de résilience. Un territoire, quel qu'il soit, restera très indépendant de territoires voisins, plus ou moins lointains. Donc ça, et donc seule la coopération et la solidarité entre territoires dépendants, faire de ces interdépendances comme ça des leviers de coopération, est un élément de résilience important. Donc ça, c'est un message très important. La deuxième élément finalement de ce principe, c'est de dire que on peut avoir des objectifs au niveau de son territoire, au niveau local, mais compte tenu de ces interdépendances, ça n'a pas beaucoup de sens de se limiter à cela. Et donc, il est important que chaque territoire fasse des efforts pour lui-même, pour ses objectifs propres, mais aussi pour les objectifs qui le dépassent et les objectifs partagés. Je pense, par exemple, très concrètement, j'ai évoqué plusieurs fois l'objectif de neutralité carbone de la France à l'horizon 2050. Cet objectif de neutralité carbone, il sera atteint non pas en demandant à chaque territoire d'être neutre en carbone. Ça n'a aucun sens de demander à une ville, à une métropole d'atteindre la neutralité carbone. On sait que c'est totalement exclu. Elle devra faire évidemment le maximum d'efforts, mais ça veut dire que d'autres territoires qui lui sont plus ou moins proches, des territoires ruraux, des territoires forestiers, devront être des puits de carbone pour que, au global, la France puisse être neutre et atteindre cet objectif. Donc, il y a comme ça un certain nombre d'objectifs que l'on partage et pour lequel chacun doit apporter sa contribution. Et je reprends l'exemple de mon territoire forestier. Mon territoire forestier, il ne doit pas viser la neutralité carbone. Il doit viser d'être un puits de carbone pour la France. Et donc, évidemment, il doit négocier les moyens pour y arriver. Et c'est aussi un des messages que l'on adresse aux représentants de ces territoires-là. Prenez conscience de l'importance stratégique de votre territoire dans l'atteinte d'objectifs qui vous dépassent, qui relèvent plutôt du national, et faites en sorte de contribuer au mieux à ces objectifs nationaux, et en exigeant évidemment les ressources qui éventuellement peuvent vous manquer pour les atteindre. Et du coup, ça renvoie aussi à la coopération qui existe entre les villes, les métropoles et des territoires ruraux. Les villes, les métropoles ont besoin de ces territoires ruraux, agricoles, forestiers pour
pour atteindre l'objectif de neutralité, à charge pour elles de leur donner des moyens financiers, des moyens d'ingénierie qui leur manquent peut-être pour y arriver. Et le dernier principe, le choix dû être difficile, et il n'est pas forcément hyper intuitif non plus, hein, après tout ce qu'on s'est dit. Comment parier sur la planification, hein, l'anticipation, anticiper pour pouvoir prendre appui sur les crises. Est-ce que c'est pas en apprenant à improviser qu'on peut s'en sortir dans les crises? Alors évidemment, il y a toujours une part d'improvisation importante, on le voit aujourd'hui. Alors elle est plus ou moins pertinente et adaptée, mais le message important là qu'on essayait de faire passer, et on le voit bien, me semble-t-il, en 2022, l'année qui vient de passer, c'est que les crises sont des moments d'accélération, sont des moments qui peuvent être propices à des transformations qu'on n'imaginait pas. Mais pour que cette transformation, cette accélération se fasse dans les meilleures conditions, il nous paraît quand même pertinent d'avoir un peu anticipé les choses et d'avoir de pas s'en remettre juste à l'improvisation au moment de la crise, parce que sinon on va pas valoriser la crise. On peut considérer qu'on n'a pas complètement valorisé la crise Covid et que on a eu tendance à repartir comme avant, alors qu'il y avait beaucoup d'espoir de transformation au moment de celle-ci. On donne souvent l'exemple, par exemple, de transformations qui sont socialement ou financièrement juste impossibles à date. Je parle de relocalisation, par exemple, de bâtis littoraux face au risque de submersion, d'érosion qui caractérise beaucoup de territoires littoraux. Il y a comme ça en France des territoires qui vont devoir être complètement, enfin des bâtis, des logements, des équipements qui vont devoir être complètement relocalisés. On sait bien que c'est seulement au moment d'une crise majeure que socialement les gens accepteront de bouger, de déménager, et que on peut espérer que la collectivité donnera les moyens pour cette relocalisation. Encore faut-il que le projet, le plan de relocalisation soit un minimum anticipé et soit prêt au moment où la crise va arriver. Voilà. Donc c'est ça que l'on veut dire. C'est pas tout est planifiable et tout doit être planifié en amont, parce qu'on sait bien que c'est pas possible et c'est même pas forcément pertinent. Par contre, plus on va anticiper les crises dont on sait qu'elles vont arriver, enfin, les risques de submersion ou d'érosion marine, ça sera pas, on sait qu'elles existent et qu'elles vont continuer à exister. Qui aurait pu le prévoir? Des tempêtes, des vagues de chaleur ou des bouleversements climatiques en montagne ou des pénuries de neige ou de la sécheresse en montagne, on sait que ça arrive et que ça va arriver à nouveau. Donc, est-ce qu'on est capable de se préparer à ça? Est-ce qu'on est capable, y compris, d'avoir des projets ambitieux dont on sait qu'aujourd'hui il n'est pas possible de les mettre en œuvre, mais au moment où la crise arrivera, à ce moment-là, toutes les conditions changeront et si le plan est prêt, la transformation pourra avoir lieu. Oui, c'est important. Ça veut dire si on veut aller contre ce syndrome, hein, qui est la reconstruction à l'identique après le choc, parce qu'on veut aller vite, parce qu'on veut retrouver finalement la situation d'avant, ce qui est une des définitions de la résilience, et pas du tout celle que vous avez pris. Eh ben, encore faut-il s'être préparé collectivement, avoir les plans peut-être, mais aussi avoir avancé en termes de culture, de façon à ce que le choc puisse être un moment d'apprentissage et une opportunité d'action. Ça me semble extrêmement clair. Tout ça est utile pour le coup, avec derrière, hein, dans ce document, mais dans vos documents, évidemment beaucoup de chiffres, des démonstrations, des choses très très concrètes, hein, très très rationnelles, mais aussi des récits, des imaginaires, aussi des témoignages d'acteurs, aussi beaucoup de propos, hein, sur les enjeux humains, les questions sociales, les questions démocratiques associées à ces choix-là, les enjeux d'accompagnement au changement, mais aussi de gouvernance dans vos écrits, c'est-à-dire du soft finalement, hein, du savoir. Du savoir-faire en commun, du savoir-être en commun, je ne sais pas comment l'appeler.
Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Précisément parce que si la transformation nécessaire, c'est une transformation sous contrainte, contrainte physique, contrainte, on a parlé de l'énergie, on a parlé des matériaux, on a parlé de sobriété au sens large. C'est d'abord une transformation c'est d'abord une question pour nous qui est éminemment sociale et politique. C'est d'abord, on fera pas la transition écologique contre les gens. C'est d'abord notre capacité à faire comprendre et à faire partager les enjeux de résilience, c'est-à-dire à quel point il en va de notre sécurité, de notre bien-être, à quel point c'est notre intérêt que de bifurquer, de transformer nos politiques sur les territoires. Et donc, pour y arriver, on sait bien qu'il faut pas juste faire appel à notre rationalité. On n'est pas qu'un être rationnel, hein. Donc il faut faire appel à nos affects et les récits ont cet objectif-là. Dans la palette des outils qu'on met à la disposition des acteurs de terrain, il y a ces dystopies. Alors pour chaque territoire, il y a une dystopie qui raconte comment ça se passe très mal à horizon 2030-2035. Mais il y a une autre histoire, une histoire positive, comment la situation en 2030-2035, pour les mêmes crises, pour les mêmes aléas climatiques, par exemple, peut être complètement différente, comment le territoire a pu se transformer parce que à partir des années 20, des décisions ont été prises, des changements, des choix ont été faits et qui ont permis ces transformations. Donc, ça nous paraît très important. Et puis, d'une manière générale, ça renvoie à la gouvernance. Tu as évoqué aussi ce plan-là, c'est-à-dire que tout est affaire finalement de gouvernance. Comment les décisions sont prises sur les territoires, qui on met autour de la table, comment on va casser les silos, puisque on l'a évoqué, ces questions-là sont systémiques. On a parlé des interdépendances et on peut pas juste raisonner silo par silo comme on l'a toujours fait. Donc, il faut réinventer d'autres modalités de gouvernance sur le territoire. Il faut se réinterroger sur, tu parlais de renoncement, d'arbitrage. Pour pouvoir arbitrer, il faut savoir où on veut aller. Il faut avoir quelques objectifs partagés, quelques caps communs. Donc ça nécessite que on réinvente un projet de territoire, ou en tout cas on se questionne collectivement sur une nouvelle vision, sur des nouveaux objectifs de développement de son territoire pour pouvoir ensuite faire ses arbitrages et ses choix. Voilà, tout ça nous paraît tellement déterminant qu'on voulait effectivement ramener aux enjeux de gouvernance. Et comme en plus, tu l'as rappelé, nos publications s'adressent in fine à des décideurs locaux, notamment à des élus territoriaux, ils sont quand même en première ligne, et ils sont les premiers acteurs de la gouvernance de leur territoire. Et donc, c'est important qu'on leur envoie ce message de révision, en tout cas une invitation à revoir complètement les modalités de gouvernance sur ces mêmes territoires. Les modalités de gouvernance, d'organisation, de dialogue entre les territoires, hein, c'était votre quatrième principe là, sur ces formes de collaboration sur de l'intime, hein, sur des fondamentaux. Et on le sait que c'est pas en temps normal simple, avec toujours au cœur la place de l'élu local, qui est confronté à la fois au temps court et au temps long, au quotidien à la crise, et qui est confronté aussi à des formes d'incompréhension par le citoyen, et pour autant qui est sommé de choisir, qui est sommé d'accompagner les changements. C'est pas un métier facile, c'est peut-être pas un métier, c'est sans doute une vocation, en tout cas un vrai engagement, mais un engagement d'une nature peut-être très différente pour les 30 prochaines années que j'ai appelées les 30 turbulentes. Alors, ça va être quoi, être un élu local à l'heure des 30 turbulentes? Alors, ça va ne pas être un sachant qui décide seul, voilà, qui arbitre seul. Ça va être un pédagogue. Je pense que
L'élu, il doit profiter de sa proximité avec les citoyens, du capital confiance quand même qu'il conserve. Parmi tous les élus de la nation, on sait que c'est quand même les élus locaux qui ont le plus de confiance de leurs administrés pour justement faire la pédagogie de ces questions-là. Donc pour ça, il va falloir que l'élu soit lui-même bien conscient de tous ces enjeux-là, qu'il comprenne bien la dimension systémique de tous ces sujets, pour ensuite pouvoir en faire la pédagogie. Et plus il aura des citoyens qui seront conscients de ces enjeux, plus ces décisions seront comprises et plus il pourra faire ses arbitrages. Je pense que l'élu, c'est un élu rassembleur aussi. C'est un élu qui est capable de rassembleur et soutenant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de mettre autour de la table les bonnes personnes, parce qu'il a compris que, encore une fois, qu'il fallait casser les silos et que les sujets étaient transversaux. Et c'est un élu qui considère pas que tout doit passer par lui et par sa collectivité, mais qui, au contraire, cherche à repérer sur son territoire les acteurs, les initiatives intéressantes qu'il peut soutenir. Donc ça me paraît aussi très important, soutenir les initiatives locales. Et il y a souvent, même pour pas dire toujours, sur les territoires, des acteurs et des initiatives très très intéressantes qui peuvent être très très modestes, très marginales, et que la collectivité pourrait passer à l'échelle ou en tout cas renforcer. Voilà. Et puis après, il y a quand même garde une fonction d'arbitrage. Il ne s'agit pas de nier complètement cette fonction-là. Le consensus est souhaitable, mais il n'est pas toujours possible. Le compromis n'est souhaitable, mais pas toujours possible. Et il faut être capable d'arbitrer. Mais encore faut-il, pour qu'on comprenne les arbitrages de l'élu, je le répète, que le projet de territoire soit partagé, que les objectifs, la vision de l'avenir du territoire soit élaborée collectivement avec les acteurs du territoire, et ainsi ça facilitera énormément ce travail d'arbitrage de la part de l'élu local. Donc on a terminé, tu l'as sûrement remarqué, notre publication par un clin d'œil aux élus, avec un rappel d'un personnage célèbre de fiction que je laisserai les auditeurs aller voir dans la publication, pour vraiment montrer que ça peut être vraiment une formidable aventure d'être élu local aujourd'hui. C'est pas que du sang et des larmes, hein, loin de là. C'est assez passionnant d'être à la tête d'une collectivité pour agir, et on peut agir quand on est un élu local aujourd'hui. On a beaucoup de leviers, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans nos publications. Et encore une fois, il en va de la sécurité, du bien-être des gens qui vous ont élus. Ça peut être un formidable projet politique avant la fin du mandat, hein, si on veut notamment se représenter aux prochaines élections, hein, avant fin 2026, que de porter ce discours, ce partage des enjeux, ce discours sur le changement de trajectoire pour le territoire. En tout cas, on en est convaincu. On a essayé de le montrer et d'outiller les personnes qui auraient envie comme ça de se renforcer et d'avoir cette approche de l'élu local tel qu'on le promeut. Écoute, c'est une vraie mission, hein, et je pense qu'on en a besoin et que c'est sans doute le moment de l'engagement. Des outils dans ces lectures pour les élus locaux, peut-être pour ceux qui voudraient l'être, pour les ambassadeurs aussi, hein, qui peuvent expliquer, parler à l'oreille du maire bâtisseur qui deviendra peut-être l'homme qui plantait des arbres de Giono, qui plantera non pas pour lui, mais pour bien après lui. C'est donc un conseil de lecture, hein, qui s'impose, et on mettra évidemment toutes les références pour nos auditeurs dans les commentaires de l'émission. Mais est-ce que Laurent, pour élargir un peu le sujet ou l'approfondir, je ne sais pas, tu aurais un conseil de lecture pour nous? Oui, alors j'ai en tête un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, qui est publié par un collectif qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui, comme son nom l'indique, traite beaucoup de questions agricoles
mais je crois que tu viens d'évoquer le lien qui existe justement entre la ville et les terres agricoles, et à l'heure de la sobriété foncière, du zéro artificialisation. Je pense que la transformation de l'agriculture en France est un sujet essentiel, éminemment stratégique. C'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué, beaucoup plu, parce qu'il montre à quel point le sujet est complexe, à quel point il est totalement vain et injuste de s'en prendre aux agriculteurs dans la façon dont fonctionne le système agro-industriel actuel. Il pointe un certain nombre de responsabilités. Il explique aussi comment finalement c'est un changement global, un changement complet de modèle et de système agricole qui peut faire bouger les choses, qui peut apporter des réponses. Voilà, j'invite donc les auditeurs à le lire. Il est très facile à lire, très agréable à lire aussi. Il y a une dimension militante, mais il est très sourcé et très documenté. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il est tout en nuances. Il n'est pas du tout manichéen. Il explique bien la complexité du sujet. Et oui, il est sous-titré Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire. Voilà. Et il est aux éditions Anthropocène Seuil, mais je pense que tu le mettras on trouvera tout ça et on mettra le lien. Merci beaucoup, Laurent Delcaïrou, pour ce début de conversation. Et puis, à bientôt pour la prolonger. Merci beaucoup, Sylvain.